Tout le monde, bienvenue sur notre chaîne et podcast bilingue A New Win en vent nouveau. Je suis Marguerite, votre présentatrice. Aujourd'hui, nous allons parler du statut de la femme en Afrique. En grandissant en Afrique, j'ai remarqué, nous avons tous remarqué que les garçons et les filles ou les hommes et les femmes ne sont pas traités de la même manière ou n'ont pas le même poids dans la communauté et ce dans la vie quotidienne. Comme partout ailleurs dans le monde, en fait, il n'y a pas une grande différence que l'on soit en Afrique, en Asie ou en Amérique. Les hommes occupent une place de choix et dominent dans tous les aspects de la vie, que ce soit dans l'économie, ils ont plus accès aux prêts, au crédit, ils sont les plus riches, que ce soit dans la politique, ils sont mieux représentés, ils ont meilleur accès à la santé, franchement partout. Le sphère d'influence masculin va au-delà de leur personne, car les hommes influencent même le comportement social des femmes. Ils nous dictent même leur perception sur notre beauté, par exemple, sur notre mode et nos habitudes au sein de la communauté. Ils le font à travers certaines caractéristiques telles que oh, la bonne femme. On connaît tous la bonne femme, comment elle doit être, à quoi elle doit ressembler. Donc, nous vivons dans un monde tout simplement masculin. Les caractéristiques des femmes sont synonymes de faiblesse, alors que tout ce qui détermine l'homme renvoie à la puissance et au pouvoir. Connaissance aussi. L'Afrique n'est pas différente, comme je l'ai dit. Et de mon point de vue personnel, moi-même et beaucoup d'autres femmes africaines avons grandi dans des zones, dans un continent culturellement très conflictuel. Traditionnellement, les femmes africaines avaient été de fortes personnalités. Elles avaient un statut qui leur permettait de s'exprimer, de prendre en charge leurs besoins, mais de nos jours, ce n'est plus le cas. Dans nos sociétés modernes, les femmes ont besoin de moins, leurs besoins sont toujours pris en compte en dernier, et ils sont toujours derrière les hommes, et on se demande, on nous donne moins de capacités ou de talents, on entreprend moins aussi. Soi-disant, on entreprend moins aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que nous avons autant perdu de statut? Et pourquoi est-ce que les hommes ont autant gagné de terrain? Entre parenthèses, je ne crois pas à l'égalité des sexes. Les hommes et les femmes, pour moi, enfin pour plein d'autres personnes, sont différents. Non pas de façon péjorative. Nous sommes différents. Nos besoins doivent être évalués différemment et les solutions adaptées à nous, les femmes, et non au nom d'une égalité absolue des sexes. Par exemple, les femmes ont besoin de plus de protection en termes de loi, par rapport aux hommes. C'est un fait en fait. Quand on voit le taux des agressions envers les femmes, il est nettement supérieur au taux d'agression contre les hommes. Donc je pense qu'on devrait mettre la priorité dans les lois pour les femmes en matière de protection, par exemple. Et quoi d'autre? Voilà, je vais revenir à ma question précédente. Pourquoi avons-nous perdu autant de statuts? Tout d'abord, je dois brièvement expliquer le paysage traditionnel africain. Et la façon la plus simple pour moi, c'est de citer mon exemple et mon été. En tant que Monjak, les femmes sont la colonne vertébrale de la culture. Traditionnellement, nous avons la même position. Il était permis aux femmes de divorcer, de se remarier, de posséder des terres et d'être aussi une figure d'autorité. Pour déterminer le rang parmi les garçons et les filles, traditionnellement, je dis, nous passions par différents rituels. Ça, c'est très vieux parce que j'ai pas fait de rituel. Et différents rituels et bien entendu, les connaissances ou les habilités permettent de déterminer le rang qu'occupera une personne dans le foyer, ou dans la société ou dans sa communauté. Donc, dans la plupart des cultures africaines, les femmes comme les hommes peuvent être choisis pour faire le relais entre le monde des esprits, des ancêtres, du créateur et des vivants. C'est cet aspect crucial pour mon analyse. Le christianisme et la religion musulmane ont eu un impact énorme dans les destins africains. Le christianisme a été introduit en Afrique vers la fin du 1er siècle, au début du 2e siècle. Les communautés chrétiennes d'Afrique du Nord étaient parmi les plus anciennes au monde. La légende raconte que le christianisme a été ramené de Jérusalem à Alexandrie, sur la côte égyptienne, par Marc, l'un des 4 évangélistes, en l'an 60. Au début du 7e siècle, l'Afrique a été le premier continent dans lequel
l'islam s'est propagé venant d'Afrique du Sud-Ouest. Aujourd'hui, près d'un tiers de la population musulmane du monde réside sur le continent africain. L'ascension de ces deux religions monothéistes a concurrencé fortement nos croyances locales et finalement, le christianisme et la religion musulmane se sont progressivement et agressivement installés et leurs lois sont devenues les nouvelles normes. Je ne dis pas que l'Afrique n'a pas eu de lignée patriarcale, on en a eu beaucoup. Néanmoins, les historiens ont abondamment documenté et les reliques de l'histoire ancienne montrent que l'Afrique était majoritairement matriarcale. J'ai une liste de 7 tribus africaines où les femmes ont littéralement dominé pendant des siècles. Et j'ai les Sérères en Afrique de l'Ouest, les Ovambo en Afrique australe, les Nubiens du Nil, j'ai les Ngazidja aux Comores, j'ai les Kansan dans le désert du Kalahari, j'ai les Zigen ou les Berbères au nord et les Kom au Cameroun. Ces sociétés remontent au moins, pas toutes, différemment, mais l'une des plus anciennes remonte au moins à 2000 ans avant Jésus-Christ. Je vais prendre l'exemple des Sérères, par exemple. C'est un groupe ethno-religieux qui se trouve en Afrique du Sud-Ouest. Ils ont été détectés modernement ciblés entre le 11e et le 12e siècle. Ils sont historiquement connus comme le groupe ethnique matrilinéaire qui a le plus longtemps résisté à l'expansion de l'islam. Et j'ai le peuple des Ovambo, qui est un groupe ethnique tribal qui se trouve principalement en Afrique australe. Ils auraient migré vers le sud depuis les régions supérieures du Zambèze vers le 14e siècle. Au nom de Nuba, qui se trouve, c'est une région au long du Nil. Les Nubiens seraient des nomades issus, originaires du peuple Noba et présentement ils sont au nord du Soudan et au sud de l'Égypte. La région que je viens de citer a abrité l'une des premières civilisations d'Afrique du Nord-Est avec une histoire qui remonte à plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Dans un passé plus récent, Aline Sitoé Diatta est née au Sénégal en 1920 et elle était le leader de la résistance contre le colonialisme en Casamance. Elle a été arrêtée et déportée en Tombouctou par l'administration française où elle a été torturée et finalement décédée en 1944. Elle avait seulement 24 ans. J'ai Hassiba Ben Bouali, qui était infirmière algérienne. À 16 ans déjà, elle était militante et poseuse de bombes pendant la guerre d'indépendance algérienne qui a duré de 1954 à 1962. Et en 1957, lors de la fameuse bataille d'Alger, elle est tuée lorsque les forces françaises bombardent leur cachette dans le Casbah. J'ai Mbalia Camara, qui est née en 1929. Elle était une militante pour l'indépendance de la Guinée-Conakry. D'ailleurs, le 9 mars a été nommé la journée de la femme en son honneur. Et Mbalia Camara, en fait, en 1957, lors d'un affrontement politique avec un chef de l'opposition locale du nom de Almami David Silla, a fait irruption dans la maison des Camara. Mbalia était là et très enceinte et presque à terme. Silla l'a attaquée avec son sabre et l'a profondément blessée. Elle a été conduite à l'hôpital où son enfant est mort-né et quelques jours plus tard, elle est décédée le 11 février. Donc le décès de Mbalia a été décrit comme le point galvanisant de la lutte de l'indépendance guinéenne. Mbalia est décrite comme une femme exemplaire et il paraît que plus de 10 000 personnes ont assisté à ses funérailles. Des chansons ont été écrites sur son sacrifice. Elle a été présentée comme un modèle à suivre par les femmes guinéennes dans la lutte contre le colonialisme. J'ai une chef qui s'appelle Funmilayo Ransom Kuti qui est née en 1900 au Nigeria. Elle était comme
Elle est connue comme étant, euh, j'aime bien ce terme-là, la lionne du Lisabi. C'est comme ça que la presse de son pays l'a fameusement surnommée. Donc, elle était une enseignante, une militante politique, une activiste des droits de femmes et une aristocrate traditionnelle. Elle a accompli des travaux pionnières en tant qu'instructrice dans son pays où elle a organisé des classes d'alphabétisation. Elle en a aussi dispensé pour des femmes qui se trouvaient dans les zones rurales et défavorisées. Dans les années 40, en 1940 précisément, Ransom Kuti a créé l'Union des femmes d'Abeokuta et s'est battue pour les droits des femmes. Et, elle a dirigé des marches de manifestations de plus de 10 000 femmes et a forcé le gouvernement d'Alake, un dictateur à l'époque, en 1942, à temporairement abdiquer. C'est ça une femme. Ça, c'est vraiment une femme. Waouh. Et Ransom Kuti a reçu le prix Lénine pour la paix et a été nommé membre de l'ordre du Niger pour son travail. Et dans les dernières années de sa vie, elle est décédée à 77 ans. Elle a soutenu ses fils dans leur critique du gouvernement militaire nigérien. D'ailleurs, elle est décédée à 77 ans lors d'un raid militaire sur sa propriété familiale. J'ai ma dernière femme, une femme patente du nom d'Aminatou de Zaria, également connue comme la reine guerrière. Elle serait née vers 1533 et dans le nord du Nigeria moderne. Très très tôt, elle a développé un certain talent pour l'art militaire. Elle a étendu son territoire au-delà du Zazo, son territoire de Zazo au-delà de ses frontières. Au XVIe siècle, Zazo est devenue Zaria, l'une des principales villes de l'État du Kaduna au nord du Nigeria. Son règne a duré 34 ans et a fait de son royaume le centre du commerce transsahárien. Voilà les femmes africaines. C'est ça que nous étions dans le passé. Poursuivant mon argument précédent sur comment est-ce que nous en sommes venus à perdre tout statut dominant ou de leader sur le continent, bien entendu, le point culminant a été l'arrivée de la religion musulmane et l'arrivée de la religion chrétienne et leur expansion sur le continent. Donc, je vous donne rendez-vous sur un autre podcast où nous allons élaborer sur la suite du statut de la femme, de ce numéro, et nous allons vous parler en profondeur comment est-ce que la religion musulmane et chrétienne ont progressivement retiré le pouvoir et le leadership aux femmes en Afrique. Voilà, mettez vos commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette première partie. J'ai hâte de vous lire et à très bientôt.